Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Mettez-vous d'accord pour discuter, pour échanger, pour débattre sur l'actualité avec la ligne directe que vous connaissez désormais. 0826 300 300, c'est le camarade Jérémy qui sera au standard pour vous accueillir durant ces quelques heures de conversation. Et puis, bien sûr, on débattra de l'actualité avec ce sujet qui fait énormément réagir. C'est plus d'une trentaine d'associations qui écrivent une lettre au Premier ministre pour demander quoi ? Eh bien, pour le prévenir, le Premier ministre, et pour lui dire qu'aujourd'hui, pour bien manger, ça coûte trop cher. Et c'est la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, pour avoir des aliments de bonne qualité, pour bien cuisiner, est-ce que ça coûte trop cher ? Et ces associations demandent une loi d'urgence pour que des produits qui permettent de bien se nourrir soient en réalité dans les magasins à prix coûtant. Est-ce qu'aujourd'hui, bien se nourrir et bien manger est un luxe ? Est-ce que, certes, c'est facile, mais on n'a pas forcément le temps d'aller au marché, d'aller dans les magasins, de prendre le temps d'aller peut-être dans des enseignes dédiées, par exemple, à l'agriculture biologique ou aux produits biologiques, ou alors peut-être qu'on a le temps, mais forcément sur le ticket de caisse c'est quelques euros en plus. Est-ce que vous avez des méthodes pour trouver des aliments de bonne qualité, ou est-ce que c'est vrai que vous avez remarqué que sur les derniers mois, sur les dernières années, amis auditeurs, vous avez peut-être négligé certains produits, donc vous faites avec ce que vous avez, ce qu'il y a dans les grandes surfaces? Ce sera le thème de notre débat, en tout cas à partir de 11h, et vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 0826 300 300. Puis un sujet politique, il s'appelle Raphaël Arnaud, c'était la star de l'actualité il y a quelques semaines, parce que il s'est retrouvé indirectement impliqué dans le meurtre de Quentin Durand, vous savez, ce jeune qui a été lynché à Lyon, tout simplement parce que les suspects qui sont dans cette affaire et qui ont participé à ce lynchage appartenaient à la jeune garde dont était à l'origine le député Raphaël Arnaud. Il n'était plus apparu à l'Assemblée. Hier, après les questions au gouvernement, très tranquillement, il est apparu à l'Assemblée, alors qu'une fois de plus, l'enquête avait établi des liens entre ses anciens assistants parlementaires et la mort de ce jeune homme à Lyon. D'où cette question, est-ce que quand un député est impliqué dans de telles affaires, parce qu'il est aussi payé par les deniers publics, est-ce qu'on doit demander la démission du député? Vous avez un avis, ou alors vous êtes comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui estime que c'est à lui, je cite, de juger s'il peut représenter la nation. 0826 300 300. Avant ces débats, il y aura le zapping de Gilles Gansman. Bonjour mon cher Gilles. Bonjour Maxime. Eh bien, moi aussi, je vais vous parler un peu conso. De plus en plus, avant, on vous offrait une machine à laver ou un fer à repasser. Que nenni, aujourd'hui, on peut vous faire rêver avec un plein d'essence. C'est ce qui fait rêver, consommer. Il y a de plus en plus de concours pour gagner, de concours et d'offres pour gagner son plein d'essence. Alors, est-ce que ça vous attire? Est-ce que ça vous fait consommer? Ou à l'inverse, vous dites, on utilise ma misère pour faire venir m'acheter 3 cacahuètes dans le magasin? Eh bien, on en parlera. Vous pourrez réagir au 0826 300 300. Et puis, on parlera aussi des injections de graisse de personnes décédées. Ça fait un peu le buzz sur les réseaux et dans certains journaux. On verra également si c'est moral. Vous voulez réagir, nous interpeller, témoigner, ça se passe au 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 10h06. C'est quoi le problème? Félix Mathieu. Bonjour mon cher Félix. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème? Ce matin, on vous retrouve comme d'habitude avec cette inquiétude qui prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne des Français. Ce sont les arnaques sur Internet et par téléphone. Les escrocs qui veulent s'emparer, notamment, on va pas se mentir, de votre argent, trouvent toujours de nouvelles astuces et elles sont de plus en plus sophistiquées. Oui, si je vous appelle en vous disant que je suis votre conseiller bancaire et que je vous demande tous vos numéros de carte bleue, a priori, il faut se méfier. Parfois même, si c'est le bon numéro de votre conseiller bancaire qui s'affiche, c'est vrai qu'ils ont plein d'astuces, ces escrocs, l'arnaque au faux conseiller bancaire qui se développe. On vous appelle avec des infos personnelles sur votre compte, ça va vous mettre en confiance, parce que souvent les escrocs ils se basent sur des infos piratées qu'ils ont trouvées sur Internet potentiellement, qui ont circulé. Ça vous fait baisser la garde et le faux conseiller bancaire, il vous met en confiance, il vous fait croire que par exemple vous avez des virements frauduleux qui sont en cours, qui va vous aider à y remédier, et sauf qu'après vous avoir retourné la tête pendant quelques heures, il va trouver le moyen de vous faire donner votre code de carte bleue, et là c'est le drame, Maxime. Mais c'est pas tout. Le rapport d'activité 2025 de cybermalveillance.gouv.fr note aussi de plus en plus que ces escrocs en ligne sont complétés par des équipes de terrain, des équipes physiques. C'est-à-dire que votre faux conseiller bancaire, il va vous dire à un moment donné de la conversation, faut couper votre carte en deux, on l'a désactivée, faut maintenant la couper,
retrouver, un coursier va venir la récupérer chez vous. Sauf qu'en fait, le but, c'est juste de récupérer votre carte qui fonctionne encore. On vous avait croire à tort qu'on l'avait désactivée, et comme ça, le temps que vous rendiez compte de la supercherie, on va pouvoir acheter le maximum de choses pour bien vider votre compte bancaire au maximum du possible. Et ce fameux rapport d'activité 2025 que vous mentionnez, Félix, montre aussi qu'on est de plus en plus assailli par ces escroqueries. Oui, cybermalveillance.gouv.fr a franchi le cap des tout de même 500 000 victimes assistées l'année dernière, quand même un demi-million de personnes, une hausse de 20% sur un an, avec donc ces tendances, le marché de la donnée qui devient une vraie industrie, des infos personnelles qui se revendent sur le dark web, puisque ça permet d'escroquer plus efficacement en mettant la victime en confiance. Autre arnaque redoutable, d'ailleurs on en avait parlé ici même dans C'est quoi le problème, les usurpations de numéros de téléphone qui ont bondi de 500% tout de même, redoutable, puisque là encore, pour vous mettre en confiance, c'est quand même imparable. C'est le numéro a priori qu'on croit être de confiance qui s'affiche au moment de l'appel, sauf qu'en fait le numéro il est usurpé, et ça malgré des lois qui sont censées empêcher cette pratique de l'usurpation de numéro de téléphone, mais des lois manifestement qui peinent à se faire respecter. Mais il y a eu beaucoup d'enfants de parents qui ont cru que c'était leur enfant qui appelait et se faisait envoyer de l'argent. Ça fait partie des numéros et des arnaques. Avec notamment des SMS. Et pour parler sur cette tendance, et ça vous concerne également, amis auditeurs, vous êtes fait arnaquer récemment, vous avez réussi peut-être à trouver une parade. Alors là, croyez-moi, vos avis et vos conseils sont les bienvenus. Maxime, au 0826 300 300. Bonjour Laurent Verdier. Maxime, il y a un colis qui vous attend, faut que vous appelez. Qui ne rentre toujours pas dans la boîte aux lettres. Bonjour. Pas dans la boîte aux lettres. Bonjour Maxime. Laurent Verdier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr et vous allez rester avec nous une petite demi-heure pour éclairer ce sujet. On a l'impression que vous dénoncez toutes ces pratiques depuis des années, que vous sensibilisez le public. D'ailleurs, on en prend de plus en plus conscience, mais les escrocs ne désarment pas. Ça monte en puissance quelque part ce phénomène. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous faisons plus que dénoncer, heureusement, puisque les 3 missions de cybermalveillance.gouv.fr, lancées en 2017, c'est assister les victimes de cybermalveillance, concevoir des contenus en matière de sensibilisation et de prévention, justement pour mieux se protéger de cybermalveillance, et observer au niveau national, effectivement, l'état et la progression de ces cybermalveillances. Comme vous l'avez dit, nous avons publié notre rapport d'activité incluant le panorama de la menace pour l'année 2025 la semaine dernière, et nous constatons, force est de constater, par le biais essentiellement de ces demandes d'assistance, de ces recherches d'assistance de victimes, que les cybermalveillances ne cessent d'augmenter et surtout d'évoluer effectivement. On reste sur des ressorts qui sont souvent liés à une mise en scène, à une théâtralisation, au fait de tromper ou de leurrer la victime, mais les techniques évoluent et s'adaptent énormément au contexte, à un contexte national ou même parfois régional. Sur l'usurpation de numéro de téléphone, c'est quand même incroyable, parce que maintenant la législation s'est emparée de ce sujet, et malgré ça, vous nous dites c'est plus de 500% d'augmentation. Ça veut dire qu'on n'est pas capable techniquement d'empêcher des escrocs de faire apparaître un numéro qui n'est pas le leur lorsqu'ils nous appellent. On ne peut pas juste techniquement empêcher ça. Alors comme vous le savez, le monde de la téléphonie a beaucoup évolué ces dernières années, puisque ça mêle aujourd'hui les télécoms traditionnels et surtout le monde de l'adresse IP, d'Internet. Et effectivement, les dispositifs de routage, c'est-à-dire qui vont permettre d'acheminer un appel aujourd'hui, sont multiples. Alors un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour tenter de vérifier l'authenticité de la ligne qui va se connecter, mais les escrocs, par définition, sont des gens qui sont astucieux et vont donc tenter de contourner ces dispositifs. Donc aujourd'hui, l'ARCEP cherche effectivement à mieux comprendre les principaux opérateurs, les acteurs qui permettent d'acheminer un appel pour pouvoir, in fine, bloquer ces usurpation de numéros de ligne téléphonique. Mais concrètement, on sait bien qu'il y a des fermes à portables qui sont très loin de nos pays. Toutes ces escroqueries sont assez éloignées de notre pays. Combien de gens vous avez fait condamner? Et ils sont presque jamais condamnés. On court quand même après quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer techniquement. Alors, concrètement, puisque nous sommes sur Sud Radio, parlons vrai. Concrètement, de toute façon, quelles que soient les cybermalveillances aujourd'hui, on assiste depuis quelques années à une réelle professionnalisation et à une réelle sophistication. Aujourd'hui, c'est un domaine très lucratif qui permet effectivement de soutirer de l'argent ou
de capter des données qu'on va réutiliser dans une optique frauduleuse. Cybermalveillance.gouv.fr n'est pas en charge du traitement judiciaire, de la poursuite et de l'identification des auteurs en matière de cybermalveillance. Vous avez les chiffres des condamnations. Néanmoins, la France a été vraiment pionnière dans ce domaine, puisqu'elle a adopté dès 1988, au niveau du code pénal, des infractions qui permettaient justement de matérialiser des intrusions sur des systèmes d'information, des actes de piratage. Donc aujourd'hui, vous avez des filières spécialisées, que ce soit côté gendarmerie ou police, ainsi que des magistrats spécialisés dans le domaine. Maintenant, comme vous venez de l'évoquer, c'est souvent en dehors de nos frontières, même en dehors de l'Europe, et ça demande une coordination interpays ou même au niveau international pour effectivement identifier, interpeller et donc stopper ces réseaux. Mais combien de condamnations ? Je serais bien incapable de vous le dire, parce que voilà. comme je vous le dis, cybermalveillance.gouv.fr n'est pas en charge du traitement judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous rassemblez les informations, vous faites suivre, et les condamnations, c'est un autre volet de votre activité. Voilà, tout à fait. Le but, c'est d'abord, le premier objectif de cybermalveillance, c'est de fournir une aide concrète et immédiate à une victime, quelle qu'elle soit. Les arnaques par Internet et par téléphone qui ne cessent de se multiplier avec visiblement des actes malveillants toujours plus agiles, toujours plus habiles. Peut-être que ça vous est arrivé, amis auditeurs, vous témoignez, vous avez peut-être aussi trouvé une solution. Et là, alors là, vous êtes notre meilleur ami, vous nous passez un coup de fil, 0826 300 300. Laurent Verdier, directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr. Vous restez avec nous. Félix Mathieu, Gilles Ganzmann, vous restez avec moi. Et nous, on se retrouve dans une poignée de minutes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Suite de votre rendez-vous de cette matinée avec ce problème avec Félix Mathieu qui concerne certainement beaucoup de vous qui nous écoutez, amis auditeurs. Ça concerne évidemment les fraudes sur les sites internet, ça concerne les fraudes par téléphone. Et pour en parler, nous sommes avec Laurent Verdier, le directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr. Et c'est vrai qu'autour de la table, sans trahir les secrets professionnels bien sûr, on était en train de s'inquiéter de la recrudescence, et Félix vous en parliez, notamment des arnaques bancaires et des faux conseillers bancaires. Ça explose ça aussi. Les arnaques aux faux conseillers bancaires, Laurent Verdier, vous le constatez dans le rapport d'activité de l'année dernière de cybermalveillance.gouv.fr. Donc ce sont voilà, tout simplement ces appels qu'on peut recevoir de quelqu'un qui dit être de notre banque, et en fait évidemment c'est un escroc au bout du fil qui va obtenir notre code de carte bleue, etc. Ça vraiment c'est une arnaque qui monte en puissance et qui s'appuie, je crois, sur potentiellement les données piratées qui ont été rachetées sur Internet, c'est ça ? Alors tout à fait, l'arnaque aux faux conseillers bancaires ne date pas de 2025, ça fait quand même quelques années que ça sévit, mais nous avons noté au niveau des parcours d'assistance victime sur le 17cyber.gouv.fr une augmentation significative pour l'année 2025, puisqu'on est à plus 159% de demandes d'assistance liées à ce type d'arnaque. Alors effectivement, la chaîne, vous l'avez bien décrite, il s'agit souvent d'un premier mail d'hameçonnage ou un SMS d'hameçonnage auquel on a répondu, sur lequel on a communiqué des données liées à notre identité, à notre domicile et surtout à nos moyens de paiement. 24 ou 48 heures après, je vous laisse deviner qui vous rappelle, puisque vous avez laissé votre numéro de téléphone. Oui. Le centre d'opposition bancaire, un pseudo responsable sécurité de votre banque, qui va effectivement vous mettre la pression, vous mettre en panique en déclarant qu'un achat frauduleux est en cours ou un virement est en cours à partir de votre compte en ligne. Et là effectivement, on va vous demander de lui remettre, de lui communiquer ce fameux code unique que vous envoie votre banque, la vraie, puisque celui qui est en train de réaliser l'achat frauduleux n'est ni plus ni moins que votre interlocuteur. Voilà. Donc mais je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Quels sont dans ce cas-là peut-être les quelques réflexes à avoir au moment où, je sais pas, demain on se fait appeler par ce qui pourrait être un faux conseiller bancaire? Quelles sont peut-être les 2-3 questions à poser, les 2-3 mots à avoir pour s'assurer que ce n'est pas réellement notre banque qui nous appelle et qu'il ne faut surtout pas donner nos coordonnées bancaires ou quoi que ce soit d'autre? La règle est très simple. Qu'il s'agisse d'un policier, d'un gendarme, d'un magistrat, d'un conseiller bancaire ou d'un responsable du centre d'opposition, on ne doit jamais transmettre ce fameux code unique qui est destiné à valider l'opération d'achat en ligne. Jamais, jamais, jamais. Voilà, c'est vraiment la barrière. C'est la barrière. Je vous propose qu'on aille au standard au 0826 300 300. Bonjour Fabrice. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous aussi, vous voyez une explosion des faits d'arnaque par téléphone et sur Internet. Vous l'avez peut-être même constaté directement sur vous, dans votre entourage?
Ça, c'est impressionnant. Tous les 2 jours, j'ai un colis qui rentre pas dans ma boîte aux lettres. Va falloir que je change la boîte aux lettres, que je prenne un truc beaucoup plus grand. Tout ce qui est par rapport, je reçois des mails, des SMS, pardon, comme quoi des virements. Il y a un problème sur un virement. C'est toujours des petits virements. C'est jamais les grosses sommes. Oh, il y a eu un virement. On se demande si c'est bien vous. 19,99 €, 39,99 €. Souvent, c'est pas des choses énormes, quoi. Donc, qui peuvent entrer en confiance. Alors moi, j'ai une technique que je recommande, très simple, parce que je suis également très très prudent avec l'IA. Puisque par rapport au coup de téléphone, etc., on peut transformer les voix et vous pouvez avoir l'impression. Le numéro, ça peut être votre force. L'intelligence artificielle fait des ravages, Fabrice, vous avez raison. Voilà. Et donc moi maintenant, je deviens complètement parano, mais j'encourage tout le monde à l'être. C'est un mal pour un bien. Comme ça, je prétexte que je suis en entretien et que je vais revenir. Je prends ma voiture, je vais dans mon agence bancaire et je demande, est-ce que c'est vous qui m'avez appelé? Voilà. Directement. Et là, directement. Et alors jusqu'à présent, il s'est trouvé que c'était le cas. Mais moi, j'encourage à faire ça, quoi. Parce que, oui, toujours vérifier auprès de la personne ou directement via son application bancaire, peut-être un coup de fil rapidement à son conseiller aussi pour s'assurer avant de rappeler ou avant de raccrocher directement avec la personne, quoi. Mettre en place quelques éléments de vigilance. Je me permets de compléter, hors heure ouvrée, bien entendu, aller sur son espace client. Tout simplement. Vérifier si effectivement cette campagne, ce sondage, ceci, cela sont réels et laisser un petit message et surtout ne rien transmettre avant d'avoir reçu la validation de sa banque. Donc bon, Fabrice, vous allez devenir parano, mais vous allez peut-être pas subir des arnaques bancaires ou autres. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Gilles Kanzmann. Quand on signale ce numéro, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on peut renvoyer ce numéro, vous savez, aux différents services et à la cybermalveillance. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, à ce numéro-là, et est-ce que ça vous aide à remonter des pistes? Alors effectivement, quand vous êtes sur le 17 cyber, vous avez la possibilité de signaler, entre autres choses, et d'être orienté vers des plateformes comme le 33700, comme Signal Spam, qui vont prendre en compte le signalement que fait l'usager, que ce soit un particulier ou un professionnel, et qui vont de leur côté, au niveau opérateur, donc de messagerie pour Signal Spam et téléphonie pour le 33700, faire en sorte que cette ligne, ce numéro, cette chaîne de cheminement de mails soit dénoncée et neutralisée. Mais comment ils l'ont obtenu, ce numéro? Alors, parce que moi, je passe par Free, par Orange, oui, pour avoir un numéro de téléphone. Alors, il existe des plateformes, il existe des services en ligne qui vont vous permettre d'avoir une attribution de numéros et qui vont vous permettre d'usurper, in fine, si vous êtes mal intentionné, une ligne téléphonique. Félix Mathieu. Quand on a l'ombre d'un doute, mettons que je suis appelé, j'ai l'impression que c'est vraiment mon banquier, mais j'en suis pas complètement sûr. J'imagine que beaucoup de gens qui se font arnaquer ont peur en fait d'être discourtois avec quelqu'un qui est par exemple de leur banque. Donc il faut pas avoir peur d'être quelque part mal poli au risque que ce soit le vrai banquier quand on se méfie. Alors tout à l'heure, l'auditeur parlait de paranoïa. Je pense, à mon humble avis, je pense pas que ça soit la bonne solution. Nous ne demandons pas à nos publics d'être paranoïaques ou schizophrènes. Vigilants. Simplement d'avoir un peu plus de vigilance sur des sollicitations imprévues, soudaines. Quand vous sentez qu'on veut jouer sur des leviers psychologiques comme le stress, la culpabilité, ou encore le dernier téléphone portable à 1 €, l'affaire du siècle. Voilà, tout simplement faire preuve de vigilance et demander effectivement un certain nombre de renseignements, d'informations qui vont vous garantir que l'interlocuteur est vraiment ce qu'il prétend être. Et dernière question d'actualité posée par Gilles Kanzmann. Oui, parce que vous le savez peut-être pas, mais Laurent Verdier est fan de Céline Dion. Il a tous ses albums, tous ses titres. Et donc, Laurent, je vous informe qu'il faut faire attention parce que hier a été lancée, vous savez, la préinscription pour assister au concert de Céline Dion. C'est évidemment très attendu. Eh bien, on a vu apparaître plus de 6 à 8 sites qui représentent le même site que Céline Dion. Alors, l'adresse officielle, c'est célinedion.com. Il n'y en a pas d'autres, mais il y a plein de Céline Dion concerts, Céline Dion. Et les gens vont évidemment sur ce site. Et ce site demande, pour être tiré au sort, mais l'officiel aussi, de laisser sa carte bleue. Et donc, ils laissent sa carte bleue et ils se font
prendre leur argent en allant sur ces faux sites. C'est un vrai phénomène, les faux sites. Alors, c'est un vrai phénomène qui n'est malheureusement pas uniquement attaché au retour de Céline Dion, que je salue au passage. Mais nous, on le voit, on le perçoit lors de toutes les périodes promotionnelles, tout simplement. En fait, dès qu'il y a une actualité, il faut faire gaffe parce qu'il y a souvent d'autres sites qui vont essayer de copier celui. Exactement. Vous avez très bien résumé. À chaque fois que nous, on est invité à consommer, à acheter pour pouvoir offrir, ça peut être Noël, ça peut être les soldes, le Black Friday, etc. On assiste à une véritable démultiplication de ces sites factices qui vont souvent reprendre des images, voire la charte graphique de sites officiels ayant pignon sur rue, avec des prix défiant toute concurrence. Donc là, on revient sur ce que j'évoquais tout à l'heure en matière de vigilance. Nous devons aujourd'hui, en tant que consommateurs, d'avoir des petites lampes rouges qui s'allument quand c'est trop beau, ou alors au prix dont on rêvait, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc pas de parano, un peu de vigilance. Quand ça concerne la banque, un petit tour notamment sur le service client ou sur les applications, sur les sites internet qu'on a à notre disposition. Et comme nous le disait l'ami Fabrice tout à l'heure au standard, et vous l'avez rappelé, un petit coup de fil pour ou avec les personnes concernées pour éviter tout piège. Merci beaucoup Laurent Verdier d'avoir été avec nous, le directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr. Et merci à vous Félix Mathieu pour C'est quoi ce problème en ce jeudi. On vous retrouve naturellement demain dans la matinale et dans Mettez-vous d'accord également. Dans un instant, ce sera le zapping avec Gilles Gansman. On se posera cette question quand on voit qu'il y a des opérations commerciales. Alors celles-ci sont vraies, pas besoin de faux sites, pas besoin de faux numéros. En revanche, ce sont tout simplement des sites de vacances, parfois des campings qui disent vous avez vu le prix de l'essence, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, venez vous reposer un petit week-end chez nous. En attendant, on vous fait un petit ticket de caisse, un petit bon d'achat pour aller faire le plein à la pompe. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous louez, dont vous allez peut-être profiter, amis auditeurs? Vous trouvez que c'est totalement scandaleux d'essayer comme ça de jouer sur cette hausse des prix du carburant pour faire un peu de commerce? Ou vous dites finalement c'est le jeu, et si moi ça peut m'aider d'une certaine manière à payer mon essence plus cher, j'applaudis demain, ce sera dans le zapping de Gilles Gansman. Et puis moins cher évidemment, et puis à partir de 11h on se posera cette question: est-ce qu'aujourd'hui bien manger est devenu un luxe? C'est en tout cas une trentaine d'associations qui interpellent le Premier ministre en l'assurant: oui, aujourd'hui bien manger devient un luxe, les produits sains ne sont plus accessibles pour tout le monde. Et je vous donne simplement ce chiffre: en France aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est un Français sur 3 qui ne mange pas à sa faim, et 11 millions d'entre nous qui vivent dans la précarité alimentaire. Est-ce que ça vous concerne? Vous aussi, vous êtes aujourd'hui dans l'incapacité d'acheter de bons produits dans le commerce? Vous nous passez un coup de fil 0826 300 300, mettez-vous d'accord, c'est que sur Sud Radio, et on revient dans une poignée de minutes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Les débats s'apprêtent à commencer sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous connaissez la ligne directe. Vous voulez participer à la conversation, réagir, nous interpeller. Vous avez la ligne du standard. C'est l'ami Jérémy qui vous attend. Vous voulez tout simplement aussi peut-être réagir à ce que vous entendez à l'antenne. Vous passez par le standard sur le site sudradio.fr, l'application ou les réseaux sociaux. Dans quelques minutes, on va s'interroger sur ces associations qui interpellent le Premier ministre Sébastien Lecornu et qui lui assurent qu'aujourd'hui, bien manger, c'est devenu un luxe, et qui demandent une loi d'urgence pour rendre des produits sains à prix coûtant pour que tout le monde puisse en acheter, bien manger, bien cuisiner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez peut-être vu au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, en réalité, un budget nourriture absolument explosé dans les foyers. Aujourd'hui, c'est 40% du budget dans un foyer, la nourriture. Et il y a ce chiffre absolument effarant quand on connaît quand même ce qu'est ce pays, le pays France. C'est 11 millions de personnes qui vivent dans ce qu'on appelle la précarité alimentaire. Un Français sur 3 ne mange pas à sa faim. Ou alors, est-ce que vous dites qu'il faut arrêter de demander une loi d'urgence pour tout et n'importe quoi? Après tout, bien manger, il suffit d'avoir un peu de temps. On peut cuisiner, on peut trouver de bons produits, on peut aller à la ferme du coin, on peut commander sur Internet. Bref, aujourd'hui, on a les moyens. 0826 300 300. Pour en parler ce matin, Patrick Vignal, l'ancien député Renaissance de l'Hérault, bonjour. Lucas Planaverne, journaliste au JDD. Bonjour mon cher Lucas. Bonjour Maxime. Michael Darmon, journaliste politique chez I24 News et auteur de votre dernier livre, Les derniers jours d'Isaac Rabin. Et Ariane Amadi, bonjour. Bonjour. Présidente de Kerman Consulting. Et avant qu'on rentre dans le vif des débats, on va commencer à aiguiser nos lames. Messieurs, madame, je vous le propose avec le zapping de Gilles Gansman. Oui, petite séance d'entraînement, vous avez raison Maxime. Alors,
Comment ? Souvent. Très souvent. Très souvent. Alors, dirons ça. Non, mais ce n'est pas le sujet. Alors, on vous offrait avant un téléviseur 4K, voire un air fryer, une machine à laver pour vous encourager à venir consommer. C'est fini aujourd'hui. On vous offre de l'essence. En Allemagne, par exemple, des grandes surfaces, une fois à la caisse, vous offrent un bon de 2 € pour aller évidemment à la station essence de la grande surface, là où avant, on vous offrait 2 € pour acheter des pâtes. En France, des petits malins ont utilisé cette technique pour vous offrir de l'essence si vous séjournez dans leur camping. Cette sonnerie, Clément ne cesse de l'entendre. Camping Les Plans, bonjour. Pour attirer les vacanciers, ce camping du Gard a relancé une opération spéciale face à la hausse des prix de l'essence. Pour une semaine réservée, on vous offre une carte carburant de 25 €. Pour 2 semaines, vous avez une carte de 50 € et pour 3 semaines, 75 €. Une aide déjà proposée au début de la guerre en Ukraine pour continuer d'accueillir ces clients qui viennent souvent du nord de l'Europe. On a senti ces dernières semaines que les personnes qui venaient de loin notamment, le budget commençait à tiquer, donc on a cherché une solution et on a trouvé celle-ci pour essayer de donner un petit coup de pouce à nos clients. Déjà près d'une vingtaine de réservations en moins de 24 heures, dont celle de ce couple d'étudiants lillois. Simon et Tamara seront au camping en juillet et économisent 75 € grâce à cette offre. On pourra garder cet argent pour faire des activités là-bas, ou boire des verres, ou se poser en terrasse. Là c'est quand même dans le Gard, donc c'est quand même un bon budget. Et puis évidemment, ces opérations ou ces concours par téléphone fonctionnent bien, car lundi c'est le lundi de Pâques, et donc beaucoup de gens vont utiliser leur voiture, leur inquiétude, ne pas pouvoir revenir. 0826 300 300, est-ce que ça vous séduit par exemple au moment où en effet vous préparez peut-être une petite improvisation au moment du week-end de Pâques? Est-ce que vous allez préférer choisir un camping qui vous propose ce genre de choses, ou au contraire vous dites que c'est totalement indécent de jouer avec les spéculations qu'on peut observer sur le prix de l'essence? Je voyais Michael Darmon, sans trahir de secret, être un peu dubitatif à travers le regard que vous lanciez. C'est très bien observé. Voilà. C'est des années de boulot, on y revient. C'est un talent, beaucoup de travail. Oui, évidemment, je pense que c'est une instrumentalisation de l'actualité et des circonstances qui, à mon sens, est assez choquante à mes yeux. C'est-à-dire, on utilise la misère pour vous ? Oui, je pense que c'est une manière de mettre en scène, de continuer à faire au fond un peu de business sur les problématiques des autres. Quand on attend tant de donneurs de leçons à longueur de journée, je trouve que ce serait bien de pointer parfois ce genre d'aspect. Lucas Planaverne. On peut le voir de deux côtés. Le premier, c'est que malheureusement les Français sont constamment contraints de devoir compter le moindre sou qu'il leur reste, et on voit que même dans le cas de vacances qui doit justement être le moment de prendre du recul, de se reposer, en fait ils sont quand même contraints vu la période de devoir faire ça. Mais de l'autre côté, je rejoins ce qui vient d'être dit, parce que ce qu'on peut entendre, ce qui est assez astucieux dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que finalement ils gagnent 75 €, mais au final que disent ces personnes, c'est on va les garder pour boire un verre, pour faire des activités sur place. Donc en fait, ça va être réinjecté autrement dans le camping. C'est du pouvoir d'achat. Donc en termes de business, c'est vrai que c'est assez astucieux. On donne un peu plus d'argent pour finalement le réinjecter directement dans notre propre business. Donc finalement, c'est un bon cercle vertueux peut-être, non, Patrick Vignal? Moi, je pense que c'est une opération de communication. D'abord, il y a plein de gens qui ont des gros moyens, et peut-être que ceux-là, ils vont dans des hôtels 5 étoiles et on n'a pas besoin de donner un chèque énergie. Par contre, je trouve que c'est une belle opération de communication. Oui, il y a des gens qui, à la fin du mois, sont embêtés. Donc, comme disait Gilles, ça leur fera un resto, ça leur fera... Donc, moi, je pense que c'est une opération de communication assez intéressante, et j'espère d'ailleurs que ça ira jusqu'au bout et que les gens pourront continuer effectivement à avoir ce chèque cadeau, même si l'essence baisse. Parce qu'ils sont sympas, les gars du camping. Mais si ça baisse, qu'ils continuent à le faire. C'est là qu'on le verra. Oui, là, commercialement, ce sera peut-être moins habile. Ariane m'a dit. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que oui, les gens ont des problèmes en termes de pouvoir d'achat, ça c'est réel. Et la difficulté sur de telles opérations, c'est de ne pas tomber non plus dans du mépris. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est difficile, c'est que oui, effectivement, c'est indécent eu égard au contexte international, aux besoins sur l'essence, etc. Mais en même temps,
en même temps, 75 €, c'est 75 €. Et donc, je trouve qu'on est souvent dans les, vous avez dit, opérations de communication, mais dans tout ce qui a trait au pouvoir d'achat, notamment pour les personnes les plus précaires, les classes populaires et moyennes. Il y a souvent une ligne de crête difficile à tenir entre le fait de condamner, par exemple, c'est pas du tout pareil, mais Chine, on a vu, et ça c'est en termes de communication politique, on a vu qu'il y avait une opposition entre ceux qui disaient, bah, vous êtes bien marrant, mais moi, j'ai pas le fric d'aller m'acheter du Gucci ou du Prada, je caricature, ou même du Zara. Donc, parce que 10 € et 2 € pour un t-shirt, à la fin, cumulé à la fin du mois, donc, je trouve que, moi qui conseille des politiques, je trouve que c'est une ligne de crête très difficile à gérer en termes de réaction, et je trouve que même nous, sur le plateau, en fait, qui on est d'une certaine manière pour juger les personnes qui vont aller essayer de gratter 75 €, et je dis gratter sans aucun mépris, mais vraiment parce que c'est ce qui reste. Parce qu'aujourd'hui, mais ça, il y a plusieurs jours, moi j'ai un peu de mal à comprendre sur ce sujet-là les reproches en indécence, parce que pardon, c'est totalement de l'argent privé, mais vous savez, pour ça, je viens en soutien d'une certaine manière de cette idée, en disant, mais ça me fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, que voulez-vous en réalité, parce que quand on voit aujourd'hui que les Français, quand même, les budgets de vacances n'ont jamais été aussi réduits, que les destinations vont commencer à être de plus en plus françaises, le prix de l'essence va être aussi cher, jamais les salaires n'ont été aussi bas, et on va engueuler les quelques personnes privées qui trouvent des astuces un peu habiles, si vous voulez, pour aider les gens à venir chez eux. Moi, je trouve ça plutôt sain, en réalité. Juste une chose, ça dépend des opérations, parce que là, je vous ai pris, c'est le principe du zapping, c'est un sujet d'M6, mais il y a aussi sur des radios ou des télés, des concours à base de numéros surtaxés, où on dit appelez et vous pouvez gagner un an ou ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose parce que et là aussi on utilise l'essence. Oui, parce que la personne sur 6000 appels va gagner largement ce qu'il va vous offrir. Mais vous savez ce que vous disiez, madame, vous avez complètement raison. C'est le problème du politique. À la fois sur l'agriculture, pourquoi on va acheter du poulet ukrainien, pourquoi on va acheter des tomates cerises d'Espagne qui sont pleines de pesticides. Mais moi, quand je disais aux gens, mais comment acheter produits français, les gens ils n'ont pas les moyens. Et c'est pareil pour Chine. C'est-à-dire qu'on culpabilise à la fois les gens qui n'ont pas les moyens, en leur disant il faut acheter français, mais on ne leur donne pas les moyens de consommer, d'acheter français aussi. Donc c'est et on leur explique que ce sont presque des salauds parce qu'ils préfèrent la tomate marocaine ou espagnole à la tomate française. Ce que je voulais juste, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est pas seulement qu'on les culpabilise, c'est que les gens ont l'impression qu'ils prennent une double peine et qu'on les méprise. Ça, c'est encore pire que culpabiliser. Michael Darmon. Oui, moi ce qui me frappe quand même, c'est que ce débat, même indépendamment des arguments pour ou contre, raconte à quel point la France est dans un état de paupérisation absolue. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'avant, lorsque ce genre de promotion se tournait vers le public, c'était pour en fait améliorer leur vie, pour avoir un plus, pour avoir quelque chose que peut-être n'avaient-ils pas l'occasion d'avoir dans leur vie. Alors là, maintenant, c'est juste pour assurer le basique, c'est-à-dire pouvoir remplir de l'essence et être dans les besoins essentiel. C'était déjà le cas vraiment des chèques énergie. Moi, j'étais quand même abasourdi que dans la 7e puissance du monde, on en soit à faire des chèques énergie, même si ça se justifie à un moment. C'est très en décalage avec les discours que l'on peut entendre au bout du monde de la part de ceux qui nous représentent, en tout cas pour lesquels ils sont censés représenter, c'est-à-dire l'influence française, la grandeur de la France. Mais enfin, la France, c'est pas un porte-avions. En ce moment, ce dont on discute, c'est aussi l'état du pays et très certainement ce qui déterminera les scrutins à venir. Vous savez, Maxime, c'est intéressant ce que vous dites là. Le vrai débat. 73, la crise du pétrole, on décide de faire du nucléaire. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de la France et pas uniquement donner un chèque aux Français. Et c'est vrai que depuis 2020, depuis le Covid, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux Français, on va te donner un chèque pour arriver à la fin du mois, alors qu'on ne construit pas un avenir. Je pense aux voitures électriques, qui doivent être françaises et pas chinoises. Je pense au logement. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent, ils ont 40% de frais pour chauffer leur logement. Faisons un vrai travail pour rendre des logements hermétiques et là, on rendra du pouvoir d'achat. Mais on a du mal à avoir cette vision à long terme parce que le citoyen, il veut aussi du court terme. 0826 300 300, vous voulez réagir à ce que vous entendez à l'antenne, aux zappings de Gilles Gansman, ça tombe bien, vous allez avoir quelques minutes de pub pour composer le numéro de téléphone et venir participer à la discussion sur Sud Radio. À tout de suite.
Mettez-vous d'accord. Vous êtes bien sur Sud Radio et en ce jeudi matin, je ne sais pas ce qui se passe, c'est le début du mois d'avril, je ne sais pas si on se découvre d'un film, et ici personne n'a décidé de se délier du débat, parce que ça continue à débattre sec en studio, notamment sur ce sujet de certaines entreprises, certains campings, certaines chaînes de restauration qui profitent un peu quand même des spéculations sur la hausse du prix du carburant pour offrir en réalité à leurs clients, d'une certaine manière, on peut le dire comme ça, à leurs clients, un petit paquet cadeau en fonction du prix de l'essence. Gilles nous a fait écouter tout à l'heure un camping, oui, si vous venez chez nous, c'est tant d'euros. Est-ce que vous saluez cette initiative 0826 300 300. Il y avait une petite discussion, je crois, entre Lucas Planaverne et l'ancien député Patrick Vignal qui avait de la saveur, on peut le dire comme ça. Non, mais c'est parce que je reprenais l'argumentaire de Monsieur Vignal sur le fait qu'en France, les politiques souvent donnent des solutions de très court terme et ne se projettent pas sur le temps long. Et je voulais simplement rappeler que la société du chèque pour tout et n'importe quoi, c'est quand même ces copains macronistes qui nous y a habitués. On a les chèques, les numéros verts, voilà, c'est quand même vos spécialités. Vous avez bien fait de venir ce matin sur Sud Radio. Je crois que j'ai aquaponé et je vais vous quitter. Non, plus sérieusement, mais moi je partage une partie, sauf qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'il y a de la lâcheté. Je vous rappelle que les budgets de l'État ne sont plus à l'équilibre depuis des années. Le temps de François Hollande, c'est 400 milliards. Le temps de Nicolas Sarkozy, c'est 600 milliards. Le temps de Pierre Montbard, le temps de Emmanuel Macron, c'est 1000 milliards. Vous savez, moi j'ai pas honte de le dire. Je suis venu sur votre antenne défendre les restaurants et les hôtels, les clubs de forme, les pépiniéristes. Tout le monde voulait le quoi qu'il en coûte. Tout le monde le voulait. Et là, tout le monde aimait. Et soyons honnêtes, les oppositions étaient les premiers à venir vous voir pour demander des chèques. Il faut être honnête. Je me rappelle mes copains de droite. Je sais que vous êtes un vilain de gauchiste, cher ami. Mais ceux de droite qui me disaient on veut encore des chèques. Vous savez, le vrai débat, ce système ne marche plus. Il y a 40 ans de lâcheté. Il y a trop d'agences, il y a trop de ministres. On a une politique divisée pour mieux régner. Moi, je veux une politique rassemblée pour mieux gérer. 0826 300 300, on va aller au standard parce que votre petit échange a fait réagir. Au moins, on sait que Patrick Vignal fait partie de la frange anti-chèque. Non, pas anti-chèque, il faut... Il en faut un peu, mais les aides-soignantes aujourd'hui. Moi, je vous amène à Lunel, cher monsieur, parce que moi, je sors du rural. À la fois, je suis un gamin de métropole, une aide-soignante qui habite à Lunel. Ça y coûte 200 € de plus par mois. Elle se lève à 4 h du matin, elle s'occupe de nos vieux. Eh bien, elle doit être prioritaire. Et elle n'est pas aidée comme les agriculteurs, les pêcheurs ou les routiers. 0826 300 300, ça vous a fait réagir. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Là, vous aussi, vous avez pris une petite colère derrière votre téléphone, j'ai l'impression, non ? La colère, elle gronde depuis des mois, pour peut-être pas dire des années. En fait, on se moque de nous. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit à l'instant. On nous divise pour mieux régner. Ça fait 40 ans qu'on se fout de notre gueule, que le train de vie de l'État, que les quelques 70 000 hauts fonctionnaires grassement payés restent en place. On nous parle d'incapacité à réduire les taxes à la pompe, mais ils sont incapables de réduire surtout leur train de vie, le train de vie de l'État. Tous ces ministres millionnaires, tous ces hauts fonctionnaires qui coûtent 250 000. Alors les ministres millionnaires, je pense que la France serait un peu mieux gérée si c'était le cas, mon cher Arnaud. Je pense que quand on voit certains patrimoines de certains, moi ça me rassure pas, si vous voulez. Mais peu importe, je dirais, certains sont millionnaires, les autres dilapident le prix qui piquent dans les caisses publiques. Donc vous dites arrêtons les chèques pour l'essence, mais faisons en sorte d'avoir un véritable travail sur les aides de l'État. Sur le rythme de vie de l'État. Moi, en fait, c'est pas une aide de l'État aujourd'hui, c'est baisser les charges. De toute façon, quel que soit le milliard qui rentre dans les caisses de l'État, ils vont le dilapider. Il a raison. Donc, je pense que si malheureusement on n'a pas, aux prochaines élections, mais un coup de haleine monstrueux, et je vois personne sur la scène politique aujourd'hui. Donc réduisons le train de vie de l'État et arrêtons de faire croire aux Français qu'on les aide à coups de chèques et de subventions. Merci beaucoup Arnaud de nous avoir appelé au 0826 300 300. Patrick Vignal, réaction et on passe au sujet suivant. Arnaud a raison, moi je suis aussi chef d'entreprise. Le vrai débat, c'est le coût du travail. Deuxième chose, c'est le système qui doit changer. Et je vais vous dire, celui qui sera candidat ou celle qui sera candidat, il faut renouveler tout. Arnaud, je veux dire Maxime, 1200 agences en France. Oui, bien sûr. J'ai fait 3 mandats de parlementaire. Quand on veut simplifier, on complexifie. Vous savez quoi ? Arrêtons d'emmerder les Français. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut repenser l'organisation. Comment doit travailler le couple maire-préfet ? Donnons le pouvoir aux maires. Les maires, ils savent de quoi ils parlent. Mais tous les ministres qui arrivent à faire des lois, c'est tout le système qu'il faut changer et dynamiter. Suite du zapping avec vous, Gilles, on parlait de se gaver. Il y en a certains qui se gavent, mais alors d'une manière très singulière, et ça commence à prendre de plus en plus de place dans l'actualité. Exactement, on en a parlé ce matin dans le
dans le journal de Patrick Roger, dans sa matinale à Patrick Roger, il y a une dame, une femme qui est morte après une injection de comment ça s'appelle du Botox, j'imagine. Du Botox, puisqu'elle a été dans une personne, enfin chez des gens où c'est pas cher. Injecté dans les fessiers. Exactement. Disons que de plus en plus la chirurgie esthétique est utilisée par beaucoup de Français. Le problème, c'est qu'il y a tout un business illégal qui se développe, avec notamment des offres sur les réseaux sociaux, et beaucoup, il faut le dire, de jeunes gens décident de se faire de la chirurgie esthétique parce que c'est la mode, mais ils n'y vont pas par des professionnels, et donc ça amène le sujet du Exactement, allez réécouter le podcast du journal de Patrick Roger. Alors Lucas, peut-être vous allez bientôt embrasser une influenceuse. Faites attention. Mais oui, on ne sait pas. Faites attention, Lucas, parce que vous pourriez... Pardon, Janie qui m'écoute. Vous pourriez recevoir le baiser de la mort. Vous savez pourquoi ça serait le baiser de la mort? Parce qu'on a découvert que certains, dans de la chirurgie esthétique, recevaient de la graisse de personnes décédées. Et c'est très fréquent. On prend de la graisse sur des personnes mortes. Au-delà, évidemment, de l'acte, il y a la question morale. C'est un sujet du 20h de France 2. Une nouvelle méthode surprenante est en train d'émerger aux États-Unis dans le domaine de la chirurgie esthétique. Au lieu d'utiliser la propre graisse du patient pour la réinjecter sur une autre partie du corps, comme c'est le cas habituellement, les chirurgiens peuvent désormais injecter de la graisse qui provient d'une autre personne décédée. Oui, vous avez bien entendu, décédée. Depuis plusieurs années, des tissus et des organes prélevés sont utilisés dans le cadre de la chirurgie réparatrice pour soigner des brûlures par exemple, mais c'est une première dans le cadre de la chirurgie esthétique. Alors cette technique, elle a été développée par Tiger Aesthetics, c'est une entreprise américaine qui a commercialisé un produit nommé Alloclay en 2024. La graisse de cadavre est stérilisée et conditionnée en tube, puis injectée à l'aide d'une piqûre au nouveau patient. Dans le cadre de l'intervention, aucune anesthésie ni délai de convalescence ne sont nécessaires. Les interventions sont donc plus rapides et les résultats semblent convaincre les patients. Mais cette pratique pose tout de même des questions éthiques et puis aucune étude n'est en mesure de savoir comment le corps réagit à long terme. Alors évidemment, c'est un avantage financier. Évidemment, c'est un autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'endormir une autre personne si vous prenez des greffons de graisse ou de choses comme ça. Et la méthode est de plus en plus utilisée pour injecter donc de la graisse de cadavre. Et derrière, c'est le débat des fameuses injections illégales. C'était aussi le sujet du 7h40 ce matin dans la matinale de Patrick Roger. Mais surtout, Michael Daron, arrêtez de regarder ces sites-là sur votre téléphone. C'est pas grave. Vous avez votre graisse, c'est pas grave. On vous l'achètera très cher. Je suis sur le catalogue, justement. Je faisais un peu la nomenclature. Non, c'est le résultat d'une société totalement déconstruite. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, tant pis, voilà, je vais faire le vieux conservateur, mais c'est pas grave, j'assume complètement. On est vraiment, je veux dire, dans des exemples qui expliquent aussi pourquoi il y a tellement de dérives, de sauvagerie, de non-respect, de non-considération pour la vie, pour la mort. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette ère de chaos, parce que je suis convaincu que ce début de siècle démarre dans le chaos. On le voit dans tous les registres possible, inimaginable, et je pense qu'évidemment ça appellera forcément d'une manière ou d'une autre, je ne sais comment, à une forme de sursaut, mais ce premier quart de 21e siècle est absolument déconcertant. Ariane Amadi. Oui, alors c'est hallucinant. Enfin, déjà, ça c'est le premier mot qui vient, c'est vraiment... Hallucinant, on note. Hallucinant. Non, je rigole. Non, je veux dire plusieurs choses. Je veux juste attirer l'attention sur le fait que la chirurgie esthétique se fait de plus en plus jeune. C'est-à-dire que le Botox, il faut pas attendre 50 ans. Maintenant, on a des jeunes qui, à 15 ans, se font du Botox. Donc ça, c'est vraiment une évolution hyper inquiétante. Deuxièmement, pour revenir sur la discussion qu'on avait sur le camping, vous allez voir, attention. Saut-périlleux, mais maîtrisé, Saut-périlleux, mais maîtrisé. Double salto avant, maîtrisé. Je voulais juste dire que, encore une fois, la vente sur les réseaux sociaux de chirurgie esthétique, c'est les plus pauvres qui trinquent. Parce que ceux qui vont aller se faire des opérations où il va y avoir énormément de complications, ça va être les personnalités les plus pauvres. Donc il y a un enjeu aussi, non seulement de santé publique, mais aussi de politique pure, à dire il faut protéger, réguler l'accès à la chirurgie esthétique pour les personnes en situation ou bien de précarité, enfin les classes populaires ou moyennes, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est l'indécence. C'est-à-dire que quand on arrive à un moment
où la mort peut être utilisée pour avoir des lèvres plus charnues, on arrive sur un degré d'amoralité qui est déconcertant. Lucas Planavergne. Non, je suis d'accord sur cet exemple-là qu'on a entendu dans cet extrait, c'est-à-dire qu'il y a une dimension glauque, évidemment, dont il est difficile de ne pas s'émouvoir. Maintenant, faudrait pas que cet exemple-là gâche tout le sujet important, à mon avis, qu'est la chirurgie esthétique. On le dit, il y a des grandes... Ne me regardez pas comme ça. Ça vous a bien réussi. Franchement. Oui. J'ai évité de demander conseil à certaines ministres et ça m'a réussi. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Hein. Non, mais il y a évidemment de grandes nécessités d'encadrement, beaucoup de prévention à faire auprès des plus jeunes, puisqu'ils sont en contact quotidien via TikTok, via les réseaux sociaux, à des influenceurs surrefaits. Maintenant, il faudrait pas non plus qu'on balaye tout le sujet de la médecine esthétique. Il y a des personnes pour qui parfois, voilà, c'est un mal-être quotidien d'avoir, j'en sais rien, un nez de travers. Pour certaines femmes, je sais, pour en avoir déjà discuté, il y a des problèmes de poitrine, ou parfois c'est même un problème physique. Et donc, la chirurgie esthétique, parfois, est assez légitime. Attendez, moi je suis clair. Moi je remets pas en cause de prendre de la chirurgie esthétique. Chacun fait ce qu'il veut. Rien ne disait. Quand vous avez les moyens, vous allez dans une clinique, vous êtes suivi. Vous savez ce qui me gêne? Moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes dans les territoires. Les jeunes, ils me disaient, moi, mon avenir, c'est marié avec une influenceuse à Dubaï, avoir une Ferrari. Et je trouve que ces réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'ère du paraître, c'est pas de l'être. Et on a une responsabilité, et les politiques, et les parents, et l'éducation nationale, parce qu'en fait, c'est et la télévision, et les réseaux sociaux qui sont exceptionnels, parce qu'on peut avoir l'instant T du monde. Mais à côté de ça, je vais être un peu vilain. On a une bande de teubés qui arrivent, avec ces influenceuses-là. Elles ont quoi, Ariane? Les lèvres, les seins refaits, les fesses énormes. C'est pas ça la vie, quand même. Juste pour compléter ce que vous dites, il faut aussi savoir qu'on standardise les corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes enfants, voire des jeunes ados, qui veulent le corps, effectivement, taille toute fine, grosses fesses, gros seins. Et donc, en fait, on est dans un monde où il n'y a plus de singularité des corps. C'est-à-dire que tout le monde veut ressembler à des génériques, des formats génériques. Et ça, c'est un zapping donc, qui a forcément fait beaucoup réagir. C'est bien les grosses fesses. Non, mais on n'a rien contre les grosses fesses. Mais... Vos goûts ne sont pas ceux de tout le monde, mon cher. 0826 300 300. Après cette courte page de publicité et après les infos de 11h, on s'intéressera à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, pour bien manger, il faut dépenser beaucoup d'argent? Écoutez bien ce chiffre, un tiers des Français, enfin un Français sur 3, ne mange pas à sa faim. Et c'est 11 millions de Français aujourd'hui qui vivent dans la précarité alimentaire. Des associations interpellent le Premier ministre Sébastien Lecornu en demandant que 100 produits soient aujourd'hui dans les grandes surfaces à prix coûtant pour que justement on puisse bien se nourrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment le cas? Bien nourrir, ça coûte une thune. 0826 300 300. 10h midi, mettez-vous d'accord. Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Il nous reste 1 heure pour ferrailler, pour débattre, pour discuter. Ça se passe au 0826 300 300. C'est l'ami Jérémy qui vous attend, toujours en compagnie de Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, Lucas Planavergne, journaliste au JDD, qui a tout à l'heure été qualifié d'extrême gauchiste, comme quoi il peut tout se passer dans cette émission. Michael Darmon, journaliste politique chez I24 News, et Ariane Amadi, présidente de Kerman Consulting. Dans une dizaine de minutes, on abordera le cas d'un député que beaucoup se sont étonnés de voir retourner à l'Assemblée nationale. C'est Raphaël Arnaud, vous savez, le créateur de ce qu'on appelle la jeune garde et qui est soupçonné d'être clairement impliqué, non seulement la jeune garde, mais aussi ses assistants parlementaires à lui qui sont soupçonnés d'avoir participé il y a quelques semaines au lynchage du jeune homme Quentin Deranque. Les enquêtes sont en cours, mais lui en tout cas est retourné à l'Assemblée. La présidente de l'Assemblée nationale a réagi. C'est à lui de juger s'il peut représenter la nation. Mais tout de suite, un sujet qui vous concerne, amis auditeurs, au 0826 300 300. Aujourd'hui, 40% du budget moyen d'un foyer est aujourd'hui consacré à l'alimentation. Aujourd'hui, 35% des Français, écoutez bien, sautent un repas, et plus d'une trentaine d'associations interpellent le Premier ministre Sébastien Lecornu en demandant une loi d'urgence pour que des produits sains puissent être dans les supermarchés à prix coûtant, parce qu'aujourd'hui, disent ces associations, bien manger devient un luxe. Est-ce que vous êtes d'accord ou c'est un peu n'importe quoi? Il faut arrêter avec cette idée. Aujourd'hui, quand on cuisine, quand on sait faire à manger, quand on prend un peu de temps, eh bien, on peut bien manger. Ou alors vous dites oui, c'est ça. Moi, j'ai ma carte bancaire, je fais les courses et je peux vous dire que les bons produits, ça nous coûte une thune. 0826 300 300. Vous réagissez et vous venez discuter avec nous autour de la table. Est-ce qu'en effet aujourd'hui, bien manger est un luxe? Évidemment.
Évidemment que c'est un luxe aujourd'hui de bien manger, comme tout devient un luxe malheureusement. Payer pour de nombreux ménages, payer son énergie, on en discutait tout à l'heure, ça devient un luxe. Prendre son essence, ça devient un luxe. Et évidemment, manger et manger correctement, d'autant plus, ça devient également un luxe. Absolument tout augmente en France. Là, on va parler de la nourriture saine, mais même les fast-food augmentent de façon drastique. On s'amusait à en parler tout à l'heure, mais le moindre menu dans un fast-food aujourd'hui est devenu délirant. Mais bien sûr, on parle souvent comme indicateur du prix du kebab. Et voilà, faut se souvenir qu'il y a 5-6 ans, c'était pas loin de 5 fois euros moins. tout compris. Voilà, de 2 fois moins. Donc évidemment, évidemment qu'aujourd'hui manger sainement, c'est de plus en plus difficile. Alors vous savez, il y a 11 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Moi, j'ai une image qui m'avait marqué. Elle s'appelait Yvette, 88 ans, pendant la crise des Gilets jaunes. Elle traversait le passage à Cloutez. Elle me dit, de toute façon, la vie, pour moi, c'est pas important. Et elle faisait les poubelles des supermarchés le soir. Et toute sa vie, elle a travaillé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on sait que je suis parisien. C'est pas compliqué. Hier soir, j'ai pris mon petit caddie. Je suis allé faire mes cours. Je n'étais pas habitué. Et quand je vois le prix des asperges à Paris, c'est 14 €. C'est 7 € en province. Donc, je me dis, quand on est parisien et qu'on gagne le SMIC, on ne peut pas manger. Une fois que je vous ai dit ça, il y a eu des expériences intéressantes à Montpellier. Je crois que les gens ne cuisinent plus, Maxime. Et c'est vrai que quand on prend le temps de cuisiner, on se rend compte qu'on peut très bien manger pour pas cher. Et j'avais des expériences dans les écoles où on a appris nos gamins à faire la cuisine. Et je pense que c'est une piste. Parce qu'on va pas toujours dire qu'en France, on est pays sous-développé. Je pense que le retour à la cuisine me paraît indispensable. Je vais pas taper sur les McDo. Moi, je vois mon gamin, il va au McDo, c'est son choix. Mais je pense qu'on peut. Et vous savez, je suis coach sportif, je pense qu'on peut manger intelligemment pour pas cher. 0826 300 300, je me permets de vous couper et d'interrompre ce débat pour aller au standard. Bonjour Sabine. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça vous a interpellé, vous, ce sujet aujourd'hui? Est-ce que vous faites partie des gens qui, bien sûr, répondent qu'évidemment, bien manger, ça coûte très cher en France? Très cher, non. Et moi, je mange des produits locaux, généralement bio. Mon panier a augmenté, mais j'ai un peu réduit la viande tout en gardant mon provisionnement, c'est-à-dire les producteurs. J'achète en caissette, je cuisine. Je cuisine beaucoup et je congèle. Et en fait, je dois avoir des repas qui tournent autour de 3,50 à 5. Voilà. Et vous habitez dans quel coin aujourd'hui, ma chère Sabine? Parce que beaucoup auraient peut-être la tentation de vous répondre: ah oui, mais Sabine, vous avez l'occasion et vous avez la possibilité d'aller éventuellement chez le producteur, chez le producteur local ou la ferme d'à côté. J'ai habité dans plein de régions. J'ai habité dans plein de départements et j'ai toujours fait cette démarche. En fait, c'est une démarche. Et voilà, donc j'habite dans l'Aude. Et quand j'arrive dans un département, je regarde qui sont mes producteurs. Donc vous dites tout simplement, vous Sabine, ça demande un tout petit peu de temps, un tout petit peu d'intérêt et surtout quelques compétences en cuisine pour pouvoir transformer tout ce qu'on achète. Et surtout de pas jeter et de tout consommer. Et puis même, si je fais une tarte, je fais ma pâte à tarte. Donc, elle ne me coûte pas du tout 2 € comme au supermarché où je paye l'emballage. Oui, quelques œufs, un peu de farine et la magie de la cuisine fait le reste. Merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin, ma chère Sabine, au 0826 300 300. Ariane Amadi. Ouais, moi je pense que ça dit quelque chose sur un imaginaire qu'on oublie, c'est la France des restos du cœur. Il y a un moment où les restos du cœur, c'était, alors j'ai pas les audiences télé, mais je pense que c'était absolument colossal. On était tous devant notre télé et aujourd'hui, on oublie cette France-là. Et je pense que on parle beaucoup, on dit toujours les classes populaires, les classes moyennes, et on oublie vraiment ceux qui sont dans la pauvreté. Et Monsieur Vignal l'a rappelé, 11 millions de personnes, et vous l'avez rappelé, une personne sur 3 qui saute un repas. Mais c'est énorme. C'est vraiment en France. C'est juste absolument fou comme chiffre. C'est juste absolument faramineux. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est n'oublions pas cette France-là. Et je pense que les politiques, de manière générale, ne font plus de place dans leurs récits et dans leurs imaginaires à cette France, qui est une France aussi de la soupe populaire, et ces gens-là, ils sont malheureusement obligés d'aller dans le froid dehors, demander un repas, sinon absolument. Mais on les oublie en fait. Et notamment les étudiants qui aujourd'hui. Et j'allais parler. Voilà. Et le dernier truc que je veux dire, c'est sur le logement aussi. On a aussi des schémas un peu similaires. Aujourd'hui, quand vous voulez chercher un logement, vous avez des queues de 25 personnes et vous passez pas le mur du son dans les 3 quarts du temps. Michael Darmon. Moi, je pense qu'il faudra apprendre vraiment à se méfier. Peut-être qu'un jour on en tirera la leçon de ceux qui disent on va tout changer, on va faire les grandes révolutions.
versus 2017. On revient avant également. François Mitterrand avait dit changer la vie. Les restos du cœur, la loi RMI, c'était sous Mitterrand. La révolution de 2017 devait changer, devait mettre la France sur la voie du XXIe siècle. Vous avez participé donc à ce pouvoir en étant député. Résultat des courses, vous le signalez vous-même après, 11 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté et effectivement un récit qu'on vient d'entendre de Français qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui mangent et qui travaillent à la fois, mais qui en même temps vivent dans leur voiture. Bref, on est encore dans un système extrêmement paupérisé et il faudra un jour peut-être tirer les leçons effectivement des politiques publiques qui n'ont pas été menées. 0826 300 300 après qu'on ait écouté Lucas Planaverne. Non, juste ce débat me fait vachement penser à la série En Place, qui est une série politique avec Jean-Pascal Zadi, où dedans le candidat qui devient un président, Jean-Pascal Zadi, a un slogan qui est manger sain, payer rien. Et je trouve qu'il incarne très bien ce débat, parce qu'en réalité, il y a un point fondamental qu'on n'a pas évoqué dans tout ce débat, c'est que tout augmente, y compris les produits de première nécessité, mais les salaires n'augmentent pas. Et c'est bien ça le problème. Donc pour toutes les raisons qu'on évoque très, très souvent ici, les charges sur les entreprises, bien sûr, mais et évidemment que ça devient de plus en plus compliqué pour de nombreux Français. 0826 300 300. Bonjour Véronique. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous nous passez un coup de fil de Montpellier, ça va faire plaisir à Patrick Vignal. Bonjour Sabine. Vous êtes de sa famille. Le soleil de Montpellier, quel bonheur de vous entendre. Véronique, si vous êtes de la famille de Patrick Vignal, c'est le moment de se dénoncer. Si Véronique, je vous aime. Moi aussi, je vous adore. Bon, allez, c'est get a room, comme on dit, s'il vous plaît. Alors, non. Je ne suis pas d'accord avec le débat. En fait, je pense que bien manger, au contraire, ça ne coûte pas cher. On peut faire un plat, un gratin de carottes, un gratin de courgettes, ça va coûter quoi, 2,50 €. On est largement en dessous du plat de lasagne à 8-10 €. Même si on ajoute un blanc de poulet, ça va faire aller 5 €. Donc, il faut en fait bien manger et mieux manger et payer moins. C'est préparer ce qu'on va faire à manger. Mais vous n'admettez pas, par exemple, Véronique, qu'aujourd'hui, quand on va dans une grande surface, ou quand bien même, comme Sabine tout à l'heure, on prenne le temps d'essayer d'aller chez son producteur, éventuellement dans la ferme à côté, si on a la chance d'en avoir une, quand on veut des produits français, de bons produits, quand on veut, par exemple, une bonne tomate française, tout à l'heure, Patrick Vignal parlait des asperges, mais forcément, vous avez un différentiel de prix qui est considérable. Vous dites, oui, d'accord, mais globalement, si on cuisine, on s'en sort toujours à la fin ? Tout à fait. Et si on mange bien, on n'a pas besoin de manger en quantité. C'est vrai. Les repas, c'est une question d'organisation. Moi, je suis issue d'une famille de 7 enfants. Ma mère a toujours cuisiné. Elle m'a jamais acheté un plat cuisiné. Et elle s'en est toujours bien sortie. Donc juste une question d'organisation et on s'en sort. Sans problème. Aujourd'hui, les mamans, elles sont au téléphone, elles sont à la gym, elles sont ici, elles sont là. Elles sont au travail aussi, excusez-moi. Elles sont surtout au travail très souvent. Ma mère a toujours travaillé, elle se levait à 6 h du matin pour faire à manger pour le midi. C'est une question d'organisation. Et de culture aussi, oui c'est vrai. Merci beaucoup Véronique de nous avoir appelé, de nous avoir fait part de ce témoignage. Et on sent que chez Véronique c'est organisé, on sent qu'il y a des cœurs verts dans le frigo, on sent qu'il y a des horaires pour faire à manger, qu'il y a des courses et ça fait plaisir. Merci beaucoup Véronique de nous avoir partagé ce témoignage ici sur Sud Radio. 0826 300 300. Un mot. Maxime, le problème, c'est un problème de culture. Hein. C'est-à-dire que je vois bien, moi. Vous savez, j'avais aidé les restos du cœur qui sont chez moi. On a oublié une chose importante, le gaspillage alimentaire. Le nombre de centres commerciaux qui jettent les yaourts, qui jettent là. Je ne sais plus combien c'est 10 millions de tonnes par an. Vous savez, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'un jour, une personne a été condamnée à un mois de prison parce qu'elle avait volé du jambon dans un supermarché. Donc ça aussi, il y a un vrai débat sur la culture qu'on peut récupérer. Je sais que les restos du cœur à Montpellier récupérés, mais on a ce gaspillage. Et ce qu'a dit Véronique, ce qu'a connu ma maman, elle faisait des plats, elle le congelait pour le lendemain. On a oublié la culture de la cuisine. 0826 300 300, on poursuit le sujet et juste après, Ariane m'a dit quelques minutes de pause, vous reprenez la parole et on file au standard. Il y a Frédéric aussi qui nous attend et bien sûr, on abordera la page politique avec le retour du député contesté en tout cas en interne. Raphaël Arnaud, c'est celui qui était
était le créateur de ce qu'on avait appelé le mouvement de la jeune garde, impliqué visiblement dans le lynchage du jeune homme Quentin de Ranc à Lyon. Il est revenu à l'Assemblée et visiblement ça ne plaît pas à tout le monde. La question qu'on vous pose, est-ce qu'on aurait dû tout simplement appeler à sa démission? Est-ce qu'il aurait dû démissionner, se retirer de lui-même? 0826 300 300. À tout de suite et vous êtes bien sur Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. 0826 300 300. On poursuit les débats dans une poignée de minutes. On sera du côté de l'Assemblée nationale avec un retour qui fait énormément réagir. Celui de Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, est lié à la jeune garde. Cette même jeune garde liée à ce qui s'était passé il y a quelques semaines du côté de Lyon avec la mort de ce jeune homme lynché, Quentin de Ranc. Mais on finit tout simplement au standard avec Frédéric. 0826 300 300 sur ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, pour bien manger, il faut être riche? 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Bonjour Maxime et bonjour à toute l'équipe. Comment allez-vous ma chère Frédéric? Vous nous dites quoi? Qu'en réalité ce n'est pas tellement un luxe de bien manger? Alors, ça peut être un luxe quand on est en région parisienne. Moi j'ai des enfants qui habitent dans des grandes métropoles et puis ça fait une sacrée différence lorsqu'ils viennent en vacances à la maison parce que moi j'habite vraiment en province, dans le sud-ouest. Et là, j'ai la possibilité d'abord de pouvoir me fournir dans des coopératives agricoles, pas loin de la maison. Et je dois t'avouer qu'il y a quand même une question, puisque j'ai écouté l'émission bien sûr dans son ensemble, une question de transmission, et transmission des savoirs et des savoirs culinaires. J'ai eu la chance moi, d'avoir une grand-mère qui m'a transmis, etc. Et je transmets beaucoup à mes enfants. Et alors étrangement, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais les garçons s'intéressent de plus en plus à la cuisine. C'est vrai, Frédéric. Mais vous, par exemple, vous prenez le temps aujourd'hui, je ne sais pas, avec vos enfants ou vos petits-enfants, si vous en avez, Frédéric, de faire à manger avec eux, de faire les courses avec eux, de cuisiner avec eux? Alors, faire les courses avec eux, en général, je suis une grand-mère extrêmement active, donc il faut vraiment que ça aille vite. Donc, la marche militaire avec Frédéric dans les rayons du supermarché. Exactement, c'est ça, je sais ce que je veux, j'achète énormément de légumes, les viandes, j'achète des viandes blanches, des choses comme ça, surtout quand on est nombreux, parce que le budget est conséquent. Donc il y a quand même un choix, et puis en plus un choix au niveau de la santé, on sait très bien que les viandes blanches, quand on sait d'où elles viennent, en général c'est pas des poulets ukrainiens que je prends. Bah oui, c'est un bon poulet français, bien garni, bien charnu, et comme ça on fait de vrais plats avec. Et puis, surtout, choisir ses produits, manger moins, ça, une de vos auditrices l'a dit, manger moins, et cuisiner, récupérer des cajots de pommes. Là, je suis en train de faire de la gelée de pommes. Oh là là. Donc, l'adresse de Sud Radio, Frédéric, pour l'envoi des gelées de pommes, c'est... Prenez un papier, chez vous, Frédéric, on arrive pour midi. Et on arrive. Un peu parfumé à la rose. En plus. Mais il y a de la petite technique. Et vous mettez combien de temps pour faire votre gelée? Il suffit de s'organiser. Je les ai mises à cuire hier soir. Je filtre pendant la nuit, comme ça j'ai rien à faire. Bah oui, bien sûr. Je récupère la gelée ce matin et là je suis en train d'attendre. Et en 2-3 coups de cuillère à peau, c'est réglé cette petite gelée. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir appelé, puis en même temps de nous avoir fait un petit cours sur la gelée de pommes. Et croyez-moi, on va retrouver votre adresse et puis on risque de débarquer à 3 fois rien, 5-6 autour de la table. Frédéric, vous savez faire. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Dernier mot sur ce sujet, Dariana Madi. Je veux juste dire, vos auditeurs globalement sont pas complètement alignés avec ce qu'on dit, parce qu'ils ont plutôt l'air de dire que manger bien, ça nécessite pas forcément d'être riche. Néanmoins, j'ai juste un petit truc à dire. Pour cuisiner, il faut connaître les recettes. Moi, je suis incapable de vous faire quoi que ce soit, et c'est pas parce que j'aime pas la cuisine, c'est juste que je ne sais absolument pas comment faire. Donc ça, c'est la première des choses. Et c'est souvent familial. Donc ça, c'est des cultures familiales. Bon, moi, j'ai pas eu celle-ci. Et deuxième chose, il faut pas non plus minimiser le fait, tout le monde a dit, tous vos auditeurs ont dit, c'est de l'organisation. Qui dit organisation dit aménagement du temps. Et il y a des gens qui bossent jusqu'à, qui font du 8 ou des heures, horaires décalés, 19 ou des heures, des horaires décalés, etc. Je pense qu'ils sont épuisés et que c'est plus facile d'acheter du poisson pané et des pâtes au beurre plutôt que d'aller, on voit la gelée aux pommes, il fallait la faire. Et puis laisser la nuit, et puis filtrer, la nuit, etc. Bon, regarde, on n'a pas mangé chez vous de suite. Alors. J'ai fait mon coming out. Ne savent pas cuisiner
gagné et c'est mieux pour ceux qui viennent à la table. J'aurais peut-être pas dit d'ailleurs, ça joue pas en ma faveur ce coming out. Autre sujet, 0826 300, ouvrons la page politique puisqu'il y a le retour d'un député de la France Insoumise qui s'appelle Raphaël Arnaud. Il a été à la une de l'actualité il y a quelques semaines puisqu'au moment de la mort de Quentin Derenque, c'est lui qui a été pointé du doigt parce que ses assistants parlementaires semblent être impliqués et c'est lui aussi qui avait été à l'origine de la création de ce mouvement qui s'appelle la Jeune Garde et qui visiblement était sur Lyon à ce moment-là pour régler des comptes avec les conférences qui étaient présentes à ce moment-là. Est-ce que quand on observe son retour à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il faut s'en indigner? Est-ce qu'il aurait tout simplement dû démissionner, Raphaël Arnaud? Parce qu'après tout, ses assistants parlementaires sont quand même mouillés. Il y a des enquêtes. La Jeune Garde est un mouvement qui a dû être dissous, même si ce n'est pas effectif, parce que le Conseil d'État met un peu de temps encore à réagir sur le sujet. Là aussi, 0826 300. Raphaël Arnaud, de point d'émission. On vous attend là-dessus, amis auditeurs. Michael Darmon. À la fois, je dirais qu'on ne peut pas être évidemment virulement pour la démocratie et la contester lorsqu'on a un acte démocratique devant nous, c'est-à-dire un député de la nation qui revient à l'Assemblée parce qu'il en a le droit. Parce que personne ne peut l'obliger à partir, si ce n'est effectivement sa propre décision, parce qu'il a été élu et que vraisemblablement, il aura rendez-vous avec ses électeurs lors des prochaines élections. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut aussi décider d'assumer, de combattre politiquement ses idées, de faire en sorte effectivement de montrer les accointances avec des structures violentes et prônant la violence politique telle que effectivement le mouvement qu'il a créé a l'air de l'avoir démontré, de montrer les accointances liées également au fait qu'il intègre dans ses équipes des gens, des personnalités, des militants qui sont dans cette phase-là, et de voir à quel point la culture politique qu'installe LFI est celle de la brutalisation. On l'a vu après les élections municipales, et c'est là que le combat doit se porter. Avant tout, un combat donc politique, mais pas choqué que Raphaël Arnaud soit de retour à l'Assemblée nationale. Non, mais on ne peut pas être choqué. Je dirais que cette démarche, au fond, n'a pas lieu d'être. On n'est pas ni choqué, ni content, ni on regarde la situation. Beaucoup de ceux qui nous écoutent, en voyant le pédigré, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, mais peut-être vous dans votre rôle, Michael Darmon, mais peut-être que pour beaucoup d'auditeurs qui, votent au bout d'un moment de temps en temps dans ce pays, disent quand même avoir dans l'Assemblée ce type de profil, ça peut inquiéter, ça peut les interpeller. Dans ces cas-là, il faut se donner rendez-vous aux élections. Ah oui. Lucas Planaverne. Le retour à l'Assemblée, je suis d'accord. On l'attendait, il est arrivé. D'ailleurs, notons que ça a été fait plutôt dans le calme. Il n'a pas été si chahuté que ça, alors qu'on pouvait s'y attendre bizarrement. Il a tout fait pour ne pas être chahuté non plus. Bien sûr, évidemment. Maintenant, avant ce retour à l'Assemblée, il y a quelque chose qui, pour le coup, pardonnez-moi, je vais être beaucoup plus direct, est choquant. C'est cet entretien fleuve auprès du média en ligne Blast, une interview que d'aucuns pourra qualifier aisément de complaisante, et encore c'est un euphémisme. Quand on connaît ce média, bien sûr, vu la ligne du média, bien sûr. Et alors là, dans cette interview, pardonnez-moi, mais il y a des séquences, il y a un nombre de séquences hallucinantes, il y a une inversion des valeurs totales, il y a quand même des séquences où Raphaël Arnaud pleure en dénonçant la violence politique de l'extrême droite, alors que c'est la milice qu'il a cofondée, dont plusieurs membres sont mis en examen pour un meurtre, pour un lynchage public qu'on a tous vu. Il y a même un moment où il gracie il accorde la grâce à son ancien collaborateur Jacques-Élie Favreau, en disant que il ne voulait absolument pas ça, il ne voulait pas un mort, que ça devait être particulièrement dur pour lui, alors qu'il est mis en examen pour le meurtre d'un jeune, et sur des vidéos on entend dire butez-le. Donc vraiment, là, on a une réécriture de l'histoire totale, et on voit surtout que les cadres de la France Insoumise le défendent. Mordicus, Mélenchon est allé jusqu'à dire que son retour à l'Assemblée et cette interview représentent le courage de la France Insoumise. Donc si c'est ça le courage de la France Insoumise, voilà où on en est maintenant aujourd'hui. Et en effet, Jean-Luc Mélenchon a réagi. Raphaël va assumer le mandat de député qu'il a reçu des électeurs pour être, je cite, au service des causes du peuple. Et j'en profite pour faire une autopromo, parce que demain, à 8h15, mon invité politique sera justement Manuel Bompard. Ça fera partie des questions qu'on aura l'occasion d'aborder avec lui. Patrick Vignal. D'abord, déjà, moi j'ai eu la chance d'être pendant 3 mandats parlementaires. On fait pas tout bien, on a fait des heures le temps de François Hollande quand on a voté la fin du non-cumul des mandats. Vous avez vu que l'Assemblée est devenue un vrai bac à sable. Jean-Luc Mélenchon a bien joué, il a mis des snipers à l'Assemblée, et donc Raphaël Arnaud fait partie de ces gens sulfureux qui ont intégré l'Assemblée nationale. Mais moi je rejoins Michael Darmon, il a été élu démocratiquement par ses électeurs, c'est le premier point. Le deuxième point, ça veut dire quoi? Ça
Ça veut dire que moi, je fais confiance à la justice. Moi, je sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de condamner le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée. Par contre, la justice a le droit de s'intéresser si ces assistants parlementaires, à un moment donné, ont prévenu ou pas le parlementaire. Moi, mes assistants, c'était des militants, je les connaissais. Et moi, j'aurais pas embauché des assistants qui étaient sulfureux. Mais ça, c'est pas à moi de dire, c'est pas aux citoyens de le dire, c'est à la justice. Est-ce que Raphaël Arnaud, à un moment donné, de près ou de loin, a été au courant de ce lynchage qu'il y a eu? Si c'est le cas, il faut qu'il dégage. Et par ailleurs, j'ajoute juste un point, c'est qu'on a le droit de s'interroger sur autre chose, sur la question de il était où? Il était où jusqu'à présent? Lui dit dans l'interview au Média Blast qu'il était à Paris et oui, que... ça fait des semaines qu'on l'a pas vu à l'Assemblée. Non mais cher monsieur, il est quand même... Enfin, les gens sont en train de le chasser, il a quand même des menaces de mort comme ont tous les parlementaires. Enfin, je veux dire, franchement, je veux pas l'excuser, mais il y a eu un moment où il peut peut-être aussi se dire, si je sors dans la rue, je vais me faire lyncher aussi, on est d'accord. Mais en attendant, il a une indemnité parlementaire et il a été prouvé qu'il n'a pas eu de retenue, qu'il a eu une raison a priori selon les responsables en bonne et due forme. Je pense que les Français ont le droit de s'interroger sur un député. Non mais oui, moi il y a quand même, je suis d'accord sur le fait que il a été élu démocratiquement. D'ailleurs, ce serait juste injustifiable devant ses électeurs de dire qu'il démissionne. Néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est le débat qu'on est en train d'avoir. On est en 2026. Et j'ai l'impression qu'on fait un espèce de retour en arrière, parce que à l'époque de mes parents, il faut savoir que le GUD et les antifas, c'était vraiment de la castagne régulière. Et moi, ce que je trouve délirant, c'est qu'on est en train, à nouveau, de faire un débat public sur la violence politique qu'on pensait, d'une certaine manière, un peu avoir disparu. Appartenir au passé, en tout cas. Appartenir au passé. Et donc ça, c'est quand même un vrai sujet, et je pense que votre indignation, il y a une polarisation de l'indignation en termes politiques qui fait que c'est très compliqué sur ces sujets-là d'avoir une pensée raisonnée, et je crains que cette violence ne fasse que s'aggraver. Et vous disiez aujourd'hui, il a des menaces de mort comme tous les parlementaires, c'est un problème. Nous sommes aujourd'hui dans une démocratie où, vous savez pourquoi aussi les gens ont peur d'aller dans les médias, les politiques? Parce qu'ils savent qu'au moindre dérapage, il y a des menaces de mort. Il y a menaces de mort, etc. Vous savez, madame, moi j'étais député de Lunel. J'avais une alarme chez moi et les flics qui passaient 2 fois par semaine. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un bon job, pourquoi il va s'emmerder à faire de la politique? On scrute votre patrimoine. Moi, hier, je suis sur un autre média, je me suis fait insulter par des trolls. Peut-être d'ailleurs, c'est des gens que je connais. Non, mais je sais ça. Faire de la politique aujourd'hui, il faut avoir très envie. Ou être maso, ou être un peu un mélange des deux. Moi, je suis les deux. Moi, ce que je retiens, c'est l'analyse qu'a faite le Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, au lendemain de la campagne municipale, en disant que globalement, et il a tous les éléments pour cela, la campagne avait été difficile, avait été violente. Il y a beaucoup de moments de violence, évidemment, qu'on n'a pas pu documenter ou médiatiser, ou qui l'ont été certainement dans des médias locaux. Mais en réalité, ce qui émerge maintenant de cette campagne municipale, c'est qu'elle a été effectivement très violente et qu'il y a une crainte que cette polarisation soit encore plus aiguë lorsque va commencer dans quelque temps le débat présidentiel. Et en tout cas, ces questions et le cas de Raphaël Arnaud, nous interrogerons demain, donc à 8h15, à mon micro, dans l'interview politique de la matinale. Ce sera Manuel Bompard, député, coordinateur aussi de la France Insoumise. Et je glisse également que tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300 ont eu le droit à des ballotins de 500 grammes de la part du chocolatier Jeff de Bruche. Et la petite attention de Sud Radio à l'occasion et à l'approche du week-end de Pâques. Dernière ligne droite dans un instant. Coup de cœur et coup de gueule de tout le monde autour de la table. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Dernière ligne droite de votre émission, mettez-vous d'accord sur Sud Radio, jusqu'à midi avec les coups de cœur et les coups de gueule, toujours en compagnie de Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, Lucas Planaverne, journaliste au JDD, Mickaël Darmon, journaliste politique chez 24 News, et Ariane Hamadi, présidente de Kerman Consulting. Il y a un peu de tout ce matin, des coups de cœur et des coups de gueule. Je propose quand même que pour s'échauffer comme il se doit, on commence peut-être par un coup de gueule. Ma chère Ariane, c'est vous. Les Français sont, vous nous dites, désarmés face aux fake news. Oui, alors c'est une enquête IFOP qui a été faite sur plus de 2000 personnes. Et donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soumis un quiz relatif à la désinformation en ligne. Notamment, il n'y a eu que seuls 3% des gens ont réussi à faire le distinguo entre un visage de l'intelligence artificielle et un visage normal. Et la moyenne en termes de notes à ce quiz est de 5,4 sur 20. Donc en fait, ça nous dit à quel point les fake news notamment sont quelque chose
sur lesquels on n'est pas du tout éduqué, et ça dit aussi à quel point la démocratie est en danger, parce qu'à partir du moment où les gens font pas la différence entre l'intelligence artificielle et un contenu authentique, on va avoir vraiment de sérieux problèmes. Et donc autour de la table, c'est vrai, les Français face à la désinformation, c'est un vrai sujet. On sait aussi que ça coûte de plus en plus d'argent en réalité, parce que les moyens de la lutte, que ce soit aussi les entreprises qui tentent de lutter, et on n'est jamais assez préparé, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je répète, 5,4 sur 20. Hein. On est vraiment, il y a presque 90% des gens qui ne savent pas comment distinguer des vrais contenus de faux contenus. Michael Darmon. Non, sur le sujet, vous notamment en tant que journaliste, j'imagine, c'est redoubler de vigilance. Ça vous concerne aussi, vous, Lucas Planaverne, c'est-à-dire être attentif à absolument tout, l'arrivée de l'intelligence artificielle, les fausses vidéos. Ça retend encore plus le rapport, effectivement, à la priorité, à la source, à la vérification, à la méfiance d'emblée que l'on doit avoir par rapport à toute source d'information, d'autant plus que maintenant, on se demande spontanément si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire qu'on a totalement intégré... Vous savez, ça a commencé par ces rubriques il y a quelque temps qu'on a vu à peu près dans toutes les rédactions, le vrai du faux, le fameux fake news, le fact-checking. Et aujourd'hui, c'est, je dirais, une bonne manière de préparer, les esprits, parce qu'effectivement, aujourd'hui, a priori, on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Maintenant, au-delà de ça, au-delà de la corporation journalistique, qui, lorsqu'elle arrive au métier, elle est déjà éduqué par définition. Bien évidemment, j'aimerais un jour entendre un ministre de l'Éducation qui dit que dès le CE1, dès le primaire, on va éduquer à discerner la réalité, les sources. Et quand on évoquait tout à l'heure avec Patrick Vignal le fait qu'effectivement il faut renouveler, mais il faut en fait renouveler toute une série de politiques publiques de bon sens et qui soient adaptées à l'époque de manière à préparer dans les 15-20 ans à venir une génération capable de pouvoir donc se confronter avec ce genre d'évolution. Lucas Planaverne et Patrick Vignal sur le sujet. Non, moi ce que je vois aussi dans ces chiffres sur le fait que les utilisateurs, que les Français ont souvent du mal à distinguer une fausse information d'une vraie information, c'est surtout qu'en fait il y a un manque d'information des Français, non pas parce qu'il y a un manque de propositions d'informations, mais parce que les gens s'informent de moins en moins, et ils ont parfois des raisons légitimes de s'informer de moins en moins, parce que ils pensent que les médias ne parlent pas assez de ce qui les préoccupe réellement, parce que, il faut le dire aussi, l'actualité est très souvent anxiogène aujourd'hui, et parfois des gens préfèrent déconnecter de tout cela. Donc voilà, c'est un grand sujet. Effectivement, on peut faire de l'éducation média à l'école, mais en réalité, les fausses informations, c'est vieux comme la presse du 19e siècle. C'est pas nouveau, bien sûr, avec les réseaux sociaux. Il y a 2 fois plus de flux, mais aussi 2 fois plus de moyens. L'intelligence artificielle, et pour lutter contre, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour vérifier certaines informations. Il y a évidemment Internet, il y a tout ce qu'on a dit, les services de check news. Donc il y a de quoi lutter. Je partage pas votre analyse. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y a eu un départ au djihad à Lunay de 6 gamins, il y avait cette théorie du complot. Moi, je me suis appuyé sur le club de la presse Languedoc-Roussillon, avec tous les journalistes, presse, télé. On a investi les lycées, et je peux vous dire qu'en sortant, le gamin était différent. On lui expliquait qu'un journaliste, un métier. Moi, quand je vous dis quelque chose, vous vérifiez l'information avant de l'écrire, avant de la publier. Le vrai débat, en fait, c'est comme la cuisine. On oublie cette culture-là. Aujourd'hui, moi, le premier, je passe 7 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est où la vérité? La vérité, c'est vous, les journalistes, qui l'avez, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais venir Clara Chapaz, ambassadrice du numérique à Montpellier, avec le club de la presse. On va inviter les citoyens et on va leur dire, faites confiance aux journalistes, faites confiance à la presse et faites pas confiance aux réseaux sociaux. Dernier point, juste pour vous répondre, moi journaliste, et je vais parler pour moi en tout cas, mais je ne prétends pas détenir la vérité. Mais je prétends m'appuyer sur des faits, livrer une vision du monde, mais je ne. Est-ce que vous les vérifiez Moi, je vous dis un fait. C'est autre chose. Eh ben, c'est la différence qu'il y a avec les réseaux sociaux où n'importe qui est journaliste. Justement, mais là, il y a l'intelligence artificielle. Par exemple, pendant la campagne municipale, Sarah Knafo a vraiment utilisé l'intelligence artificielle de façon assez substantielle. Donc moi, en tant que communicante politique, j'ai aussi un autre sujet sur la question de la désinformation, qui est comment, quand je conseille un politique, par exemple, sur sa stratégie de communication et notamment sur ses réseaux sociaux,
Est-ce qu'à un moment donné, je lui dirais vas-y, go, pour utiliser l'intelligence artificielle ou pas? A priori, il a le droit. Et comment, par rapport à son électorat... Mais comment bien faire, avec toutes les questions que ça pose. Comment bien faire d'un point de vue éthique? Et bien, puisqu'on parle des réseaux sociaux, il y a un coup de gueule également sur le sujet. C'est plus qu'un coup de gueule, c'est même un appel. J'ai l'impression qu'il y a presque un peu de détresse même dans cet appel, mon cher Lucas Planaverne. Oui, non, c'est un peu léger parce que vous savez, parfois, faut savoir s'énerver des choses futiles pour encaisser... Et hiérarchiser les colères. Voilà, encaisser davantage les vrais problèmes. Et moi, ce qui m'agace de plus en plus en ce moment, c'est les publications à rallonge sur X. Vous savez, à l'époque, Twitter, c'était des messages de 180 caractères, puis on est passé au double, puis depuis le rachat par Elon Musk de Twitter devenu X, on peut faire évidemment des véritables des tunnels, romans, comme on dit, c'est ce qu'on appelle mettre un tunnel. Des gros tunnels, et vous le savez, Patrick, la classe politique a largement pris possession de cet outil. Alors on a le maître en la matière, Dominique de Villepin, qui essaye 2 à 3 fois par semaine de reproduire son fameux discours de l'ONU dans d'immenses pavés d'analyse géopolitique. À chaque fois, c'est soigneusement édité, il y a une petite photo et c'est sobrement signé Dominique de Villepin, parce que classe diplomatique oblige. Alors il y a une autre, ça donne désormais à ce petit jeu, c'est la patronne des écologistes, Marine Tondelier, qui après les municipales a quand même lâché un tweet de plus de 15 000 caractères. Donc c'est environ 80 fois plus que ce que Twitter permettait à l'époque, et avec des sous-parties, avec des titres en gras. Donc vraiment, on est à l'école. Beaucoup d'utilisateurs en ricanent, c'est même devenu un running gag, comme on dit aujourd'hui, au point que Marine Tondelier elle-même ironise et assure que ces tweets prendront désormais tous 9 mois à lire, en référence à sa grossesse qu'elle vient d'annoncer. Alors ça nous fait sourire, mais cette pratique en réalité est contre nature, et là je m'adresse à la communicante politique, parce que à mon sens elle permet surtout de feindre une pensée complexe dans un flot, dans le flot infini des réseaux, et surtout à une époque où même sur des vidéos de 1 minute 30 on peut voir des jeunes utilisateurs écrire abrège frère, pour signifier que c'est trop long. Donc pitié, apprenez à utiliser comme il se doit les réseaux sociaux. Oui, mais en tout cas je finis sur une touche de positif pour ces grands orateurs 2.0, c'est que si personne ne lit leur post interminable, et ben malheureusement ou heureusement il y aura toujours des journalistes comme moi pour me plonger dedans. Ça c'est beau, c'est de la solidarité. Pratiquement. Mais je pense qu'en fait l'objectif de ces tunnels, comme on dit, c'est que ils savent que ça va pas être lu forcément. On n'est pas sur Facebook. Facebook, en général, vous avez un électorat plus âgé, vous pouvez faire des grands textes. Mais je trouve que c'est une stratégie de positionnement pour dire, moi, je suis contre, en fait, la rédaction. Moi, je me fais dans le temps long. Oui, moi, je m'inscris dans le temps long. Je prends Twitter à contre-usage. Et donc, je pense que c'est vraiment la seule chose que je vois. Tout le monde sait, ils savent eux-mêmes que ça va pas être lu, mais c'est de dire, je ne suis pas sur X comme on attend que je le sois, c'est-à-dire avec 200 ou 100 caractères. D'être un peu révolutionnaire. Ouais, c'est casser les codes de la communication sur le réseau social X. Michael Darmon, est-ce que vous tweetez? Plus, c'est fini. Ah, ça y est, c'est fini. Pourquoi vous avez quitté? Parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est totalement chronophage. Ça ne propage que, effectivement, des réactions de haine, des réactions vindicatives de premier degré, donc je trouve ça absolument sans intérêt. Et donc ça vous interpelle quand même cette façon nouvelle de communiquer quand même des politiques, ça dit quelque chose. C'est évidemment très interpellant, et c'est très important effectivement sur le digital. Je vois bien par ailleurs comment le digital, qui n'est pas le tweet, qu'on ne peut pas résumer cela à X ou à Twitter, a aujourd'hui une importance. Mais en écoutant ce débat, effectivement, en écoutant les prises de position de chacun, et en particulier cette réflexion effectivement sur le fait de pouvoir avoir une autre information ou être informé aussi, je dirais plus largement. C'était aussi le sens un peu de mon intervention aussi que je voulais faire, c'est-à-dire qu'il y a par exemple en ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient un aspect effectivement d'un récit qui n'existe pas du tout et qui est en réalité une révolution totale, globale, qui est en train de se préparer, et que les Français découvriront quand elle arrivera et qu'elle leur tombera dessus. Et n'oublions pas qu'il y avait des blogs avant. Oui, il y avait des blogs avec des longs textes. Ouais, c'est des blogs sur X. Je me demande si on va pas avoir à nouveau pour les présidentielles, dans vous savez, les sites de campagne, etc., ce genre de format un peu long, un petit peu. Patrick Vignal, et ensuite on passera aux deux derniers coups de cœur et coups de gueule. Écoutez, moi je pense comme Michael Darmon que j'avais cette compulsivité de faire Twitter. Vous faites un déplacement sur Twitter, vous avez 20 likes, vous dites ça y est, les gens m'aiment. Moi je veux revenir les yeux dans les yeux. Et vous savez, la campagne, elle va être aller au bas des immeubles. Une campagne, c'est de convaincre les gens.
les réseaux sociaux vont compter, j'ai pas de souci. Mais on a trumpisé la société française. En fait, c'est toujours de l'émotion. Et le tweet est devenu à l'émotionnel. On réfléchit pas. Vous avez une équipe de com qui vous dit t'as serré la main à Ariane. Oh, pardon. Non, c'est pas grave. Je suis un peu chaud là. T'as serré la main à Ariane. Qui boxe les ordinateurs. Mais écoutez, le temps qu'on fasse venir une équipe technique et surtout qu'on appelle le 15 pour essayer de réanimer l'ordinateur qui vient de tomber dans le studio, on se retrouve dans une poignée de minutes avec le coup de gueule et le coup de cœur de Mickaël Darmon et justement de Patrick Vignal après avoir fait du bouche à bouche à l'ordinateur qui est tombé devant moi. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Dernière ligne droite de votre émission, mettez-vous d'accord, toujours en compagnie bien sûr des meilleurs ici autour de la table. Il s'appelle Mickaël Darmon, il s'appelle Patrick Vignal, il s'appelle Lucas Panaverne et puis bien sûr Ariane Amadi qui a déjà fait son coup de cœur et son coup de gueule. Et pour terminer justement cette séquence, je me tourne vers vous Mickaël, vous aviez commencé à aborder le sujet. Oui. Alors je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, c'est un focus en tout cas sur justement tout ce qui se passe au Moyen-Orient et déjà des choses qui sont en train de se redessiner. Oui, parce qu'en fait en réalité derrière les récits quotidiens des combats, des évolutions, des incohérences de Donald Trump, de tenter de comprendre ce que l'un et l'autre veulent faire, il y a quand même des plaques tectoniques qui sont en train de bouger et notamment celles qui vont provoquer une véritable révolution géopolitique, philosophique, existentielle, religieuse. C'est le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël qui se fait de plus en plus concrètement. Encore ces derniers jours, il a été annoncé qu'il y aurait une coopération économique directe après donc les combats. Et cela, ça va être un grand bouleversement qui va totalement révolutionner, je dirais, quelque part la façon d'appréhender cette région, et ça sera aussi important que la chute du système communiste. Pour vous, c'est une sorte d'appel à élargir la focale, c'est-à-dire il suffit pas de suivre n'importe quelle intervention de Donald Trump, derrière c'est aussi la recomposition au Moyen-Orient. Qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir être out of the box, comme on dit. Très bel anglicisme, Patrick Vignal. Moi, je pense qu'effectivement, il faudra que ce conflit s'arrête, et je vois bien qu'en fait, ce conflit, ça bascule le monde avec des Trump, avec des dirigeants qui sont très compliqués. Et c'est vrai que là, moi, je pense que maintenant, ça suffit, là, cette idée toujours de conflictualiser. Il faudrait un peu d'apaisement. Lucas Panaverne. Oui, moi d'un mot. En fait, on a un conflit qui est en train de bouleverser l'ordre mondial, comme ça n'a pas été le cas depuis très très longtemps. Et je pense que Donald Trump n'a pas forcément mesuré les effets de ce bouleversement et que les gens sont inquiets parce qu'ils sentent quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas vraiment de plan. Et donc, du coup, ce que disait Mickaël Darmon est absolument fondamental. Alors, il faudrait en parler davantage, mais on peut avoir, au niveau des puissances du Golfe, un repositionnement par rapport à Israël qui va vraiment changer la donne dans les années à venir. Et donc, on a tout fait péter et on ne sait plus où on va. Lucas Panaverne. Oui, non, mais en fait, déjà, faut rappeler, parce que je me souviens quand cette guerre a été déclenchée, on a été pris de court, si je puis dire, Maxime, on était en studio, c'était un samedi matin, je m'en souviens très bien, et à ce moment-là, Donald Trump parlait d'une guerre qui durerait 4 jours. On a largement dépassé ces 4 jours. On voit que effectivement il y a des incohérences, ou en tout cas des revirements d'un jour à l'autre dans le discours du président américain. En parallèle, il y a effectivement de nouvelles alliances qui se créent, un nouvel ordre mondial qui se met en place. Et contrairement aux 4 jours qui étaient prévus, je pense qu'en réalité ce conflit risque de durer longtemps, et y compris sous d'autres formes. Et quand on écoute Donald Trump cette nuit, très brièvement, Mickaël Darmon, dans le temps réglementaire, on va dire, pour que la bascule soit totale. Patrick Vignal, on termine par vous, parce que c'est un coup de cœur, un coup de gueule. Voyons. Vous savez, des fois les réseaux sociaux, sur Instagram, il n'y a pas longtemps, je l'ai cité parce qu'elle me le permet, Inès Chatin me dit cher monsieur, grâce à votre loi du changement de nom, rappelez-vous, une loi qui a permis à plein de femmes de pouvoir changer de nom, de ces salopards qui les ont violés ou violentés, que ce soit mère ou beau-père. Et vous rappelez cette histoire, les hommes de la rue du Bac. Vous rappelez salopard de personne qui a adopté cette gamine et son frère et qui l'a donné en pâture à tous ces intellos, je les citerai pas aujourd'hui, je leur ferai trop de plaisir, qui sont amusés avec ces gamins. Et donc, via Instagram, elle sort un bouquin la semaine prochaine, et je vais vous le dire, Maxime, d'une manière très dure. Ça suffit, la lâcheté.
des hommes, de la politique en général. Parce que ce qu'on défend aussi, c'est tous ces gamins aujourd'hui qui sont mis à l'ASE, l'aide à l'enfance. Vous savez, à Montpellier, il n'y a pas longtemps, il y a une gamine de 14 ans qui a fait 30 passes dans la journée avec des salopards de personnes qui venaient, avec le petit copain qui avait 15 ans. Et donc maintenant, moi je le dis à tous les candidats au présidentiel, on va arrêter d'être lâches, on va arrêter de fermer les yeux, parce que le nombre de gamins qui sont bousillés, c'est énorme. Et donc, demain matin, je prenais un café avec Inès, et moi je vais y mettre de l'énergie, je vais y mettre du courage, parce que ça suffit. Et j'en prends ma part, Maxime. Une société qui ne protège pas ses enfants, c'est une société qui va très très mal. Violence faite aux femmes, tous les jours. Violence à nos gamins, ça suffit la lâcheté. Dénoncer donc et surtout agir. Merci beaucoup Patrick Vignal, non seulement d'avoir passé ce coup de gueule, mais également d'avoir participé à cette émission, ancien député Renaissance de l'Hérault. Merci beaucoup Lucas Planaverne, journaliste au JDD. Merci à vous Mickaël Darmon d'avoir été avec nous ce matin, journaliste chez I24 News, et Ariane Amadi, présidente de Kerman Consulting. Dans un instant, la France dans tous ses états, midi 14h avec Maud Koffler et vous Perico Légas, bonjour. Bonjour Maxime. Eh bien, carburant, péage, l'automobiliste français est-il la vache à lait? Est-il toujours et encore la vache à lait du gouvernement et des autoroutiers? On va discuter avec Pierre Chasseret. L'OTAN, vous savez, elle était en mort cérébrale, avait dit le président de la République en 2019. Il semblerait que le président Trump soit tout à fait de cet avis et propose de débrancher le malade, ce qui fait atténuer ses souffrances. Et puis on verra, entre autres, voilà, M. Trump qui a des mots d'amour pour M. Macron. Ils s'aiment bien tous les deux. Oui, c'est ce qu'on appelle une grande passion. Mais on va retrouver Depardieu dans le cinéma algérien. Donc là, alors ça c'est ce qu'on appelle l'art du teasing, mon cher Perico. Voilà. 0826 300 300, et moi j'ai le plaisir de vous retrouver demain dès 7h. Très belle journée sur Sud Radio.